Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le France 2030 régionalisé en région Occitanie. Merci de votre participation. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je vais commencer par ordre alphabétique, Audrey. Oui, bonjour, donc Audrey Balaguet. Moi, je suis chargée de mission sur les politiques d'innovation à la région, à la direction de l'innovation, l'industrie et l'enseignement supérieur. Voilà, et donc je travaille avec mes collègues Corinne et Delphine qui vont se présenter côté État. Oui, bonjour à tous. Donc, Corinne Verbeillère, je suis à la DRETS Occitanie, basée à Montpellier, au sein du service économique de l'État en région, et en charge et de la filière numérique, de la French Tech Méditerranée, et également de la partie innovation, dont IDEMO régionalisé. Delphine. Oui. Vous m'entendez? Bonjour, Delphine Ciclina de la DRETS Occitanie, mission numérique innovation. Bonjour. Merci, je vous propose de commencer la présentation. Et on enchaînera ensuite par les questions. Il y aura à peu près 25 minutes, une demi-heure de présentation et n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On les retranscrira à la fin de la présentation. Okay. Alors, juste un petit point de contexte. Donc, globalement, France 2030 régionalisée, donc pour les anciens, enfin pour les anciens, pour remettre un peu dans le contexte, c'est vrai que l'ancienne appellation était le PIA 4, donc qui s'est transformé en France 2030 régionalisée, donc qui est une politique pilotée par le SGPI et qui a été mis en place par l'État pour financer donc des investissements innovants sur les territoires. Donc l'idée, c'est de renforcer un petit peu les dispositifs qui existent et la palette d'outils en faveur des PME et des ETI régionales. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette opération, on a une enveloppe globale de 88 millions d'euros financée à parité par la région et l'État. Initialement, il y a 4 volets dans cette politique. Donc, un volet dédié aux projets d'innovation individuelle, un axe sur les projets collaboratifs, un autre sur l'accompagnement et la transformation des filières et un dernier sur l'ingénierie de formation. À ce jour, en Occitanie, seuls les 2 premiers volets sont mis en œuvre. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, sur le premier volet, après, on va y revenir en détail. Mais à retenir, c'est que c'est 40 millions qui sont dédiés sur cet axe de projets individuels avec un dépôt au fil de l'eau. Sur l'axe 2, on est sur une enveloppe de 30 millions d'euros, donc des projets collaboratifs avec 2 relèves par an. Donc, c'est des modalités différentes, mais on va y revenir. Donc là, on vous propose de présenter en premier l'appel à projet innovation. Donc, un petit point sur le type de projet attendu. Donc, sur les projets, sur les thématiques attendues, on est vraiment sur des projets qui s'inscrivent à la fois en cohérence avec les stratégies d'accélération de l'État et des objectifs de France 2030. Donc, dans le diaporama, j'imagine que vous l'aurez, on a mis les liens vers ces stratégies, mais également en lien avec les 8 thématiques de notre SRI régionale. Donc, globalement, on est sur des projets qui intègrent de la faisabilité et ou du développement sur une période maximum de 36 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets un peu qui se distinguent et qui soient les plus innovants et les plus ambitieux possibles. Donc, on a fait une slide un peu pour vous détailler les attentes, parce qu'une fois qu'on a parlé des thématiques, on a un peu tout et rien dit. Donc, l'idée, c'est que nous, enfin, la région et l'État, on souhaite vraiment accompagner des projets d'innovation qui soient au service de transformation. Donc, soit des projets qui amènent un véritable saut technologique pour l'entreprise. Donc, par exemple, tout ce qui va être l'incrémentation de solutions ne sera pas retenu dans cet appel à projet.
Ça doit être vraiment des projets qui permettent le développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle solution, mais qui va amener l'entreprise à intégrer de nouvelles compétences technologiques, de nouveaux savoir-faire. Des projets qui présentent bien évidemment de façon plus classique par rapport à l'ensemble de nos dispositifs un risque technique, commercial ou financier. Et bon, c'est un peu un b.a.-ba, mais on l'a quand même remis, des projets qui répondent à un besoin marché identifié. On a mis une petite phrase pour, c'est vrai que nous, l'ambition notamment de la région, ça va être de favoriser un peu l'innovation sur l'ensemble du territoire. Le territoire est vaste et souvent les projets sont focalisés sur Toulouse et sur Montpellier. Donc l'idée quand même, c'est d'essayer de drainer des projets un petit peu primo-innovants ou portés hors métropole. Donc là, peut-être il y aura une petite tolérance pour ces projets, l'idée étant que l'innovation irrigue tous les territoires. Je vais laisser Delphine continuer. Alors, j'ai une très mauvaise connexion. Si jamais ça coûte, Audrey, je compte sur toi pour prendre la suite. Oui. Alors, les bénéficiaires éligibles, ce sont donc les petites et moyennes entreprises et les ETI. Et ce qu'on souhaite, c'est que le porteur du projet soit basé en Occitanie, c'est-à-dire que sa R&D soit faite en Occitanie, même s'il a le siège dans une autre région. Et il ne faut pas que l'entreprise qui porte le projet fasse l'objet d'une procédure collective en cours, ni être en difficulté au sens de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Ça y est, elle y est. Merci. Merci beaucoup. Donc, s'agissant des modalités de l'aide, l'aide financière, elle peut être comprise entre 75 000 € et 500 000 € maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 200 000 € d'aide, ce sera sous forme de subvention et le reste en avance remboursable. Là, vous voyez la répartition en fonction de la taille d'entreprise, du taux d'intensité d'aide. Pour les petites entreprises, donc jusqu'à 50 TP, on a 45% d'aide maximum. Pour les entreprises moyennes et moyennes entreprises, 35% d'aide maximum. Et pour les ETI, on a 2 maximum. Si une petite entreprise, donc jusqu'à 50 TP, a un projet de 500 000 €, l'État et la région peuvent l'aider à hauteur de 225 000 €, puisqu'on a 45% d'aide maximum. Sur ces 225 000 € d'aide, 200 000 € seront versés sous forme de subvention et le reste sous forme d'avance remboursable. Ensuite, on souhaite un seul dossier par projet, hein, pas plusieurs dossiers. On voudrait éviter le saucissonnage des projets. Et il faut quand même savoir que ce sont des taux d'intensité d'aide maximum, puisque le montant de l'aide pourra être modulé en fonction des fonds propres de l'entreprise, des aides entreprises, des aides antérieures dont elle a pu bénéficier, de sa prise de risque. Et voilà, ce sont certains des critères qui pourront moduler l'aide. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la procédure de sélection. Alors, l'opérateur qui instruit les dossiers, c'est BPI France, en lien avec les services de l'État et de la région. Alors, vous pouvez déposer vos dossiers sur la plateforme dont vous voyez le lien. Donc, c'est la plateforme de BPI France qui est accessible via l'adresse du hub entreprendre de la région. Alors, à noter, pour le montage de votre projet, vous pouvez vous faire aider par ADOC, mais aussi par Opol. Donc, ça, c'est important de le noter. Pour monter votre projet, il y a aussi une foire aux questions qui va être finalisée. Elle est en cours de préparation. Elle sera également mise en ligne sur ce hub-là. Il faut savoir qu'on aura un comité de sélection tous les mois. Donc, vous pouvez déposer vos projets au fil de l'eau. Une fois que le dossier sera considéré complet par BPI France, il faudra vous attendre à une visite de la part de la région, de l'État et de BPI France, une visite ou un échange au moins par téléphone ou visio. Et à partir du moment où le dossier est considéré complet par BPI France et le conventionnement,
le délai est compris entre 3 et 4 mois. Voilà, j'en ai fini pour la AP Innovation. Et ma collègue Corinne Berveillère et Audrey Balaguet vont pouvoir poursuivre sur le deuxième AP qui s'appelle IDEMO. Donc, concernant IDEMO, donc là, on est sur des projets collaboratifs. On cherche des projets d'innovation et de développement expérimental au sens du régime d'aide européen, ambitieux, collaboratifs, bien sûr, et qui vont associer des entreprises et des partenaires de la recherche académique. Et l'objectif de ces projets, ça va être l'industrialisation et la mise sur le marché de produits, de services, de procédés innovants, et pour lesquels on va rechercher et une forte valeur ajoutée et un fort potentiel de croissance. Donc, sur quel domaine? Eh bien, comme pour le volet innovation, donc les projets individuels, on va être sur les domaines qui sont inscrits dans les stratégies d'accélération et dans France 2030. Donc, vous allez retrouver entre autres l'avion bas carbone, mais pas que. Et vous avez à nouveau les deux liens ici. Et également les 8 thèmes de la SRI régionale qui sont encore une fois repris à cet endroit-là. Donc, encore, on insiste bien, ce que l'on recherche, ce sont des innovations de rupture et sur des marchés à fort potentiel de croissance. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des projets proprement dits, donc les projets entre 24 et 48 mois, l'assiette, alors, vous allez avoir 2 types de projets. Vous allez pouvoir avoir des projets où tous les partenaires seront au sein de la région. Et encore une fois, ce n'est pas comme, c'est comme pour le volet innovation, c'est-à-dire ce n'est pas le siège social qui est forcément en région, ça peut être un établissement d'une entreprise dont présent en région et où se fera la R&D. Donc pour ces projets intra-régionaux, l'assiette des projets sera comprise entre 500 000 € et 4 millions d'euros. Pour les projets interrégionaux, donc avec des partenaires hors région, l'assiette sera comprise entre 1 million et 4 millions d'euros. Il faut, alors voilà, vous voyez, on a un certain nombre de critères à respecter, c'est-à-dire que pour être partenaire, il faut à minima avoir 5% des dépenses de l'assiette totale. Et si jamais vous aviez moins de ces 5%, alors ou vous devrez prendre les dépenses correspondantes en autofinancement, ou alors vous mettre en sous-traitance d'un autre partenaire du projet. Pour ce qui est de la sous-traitance, justement, on ne prendra pas plus de 30% des dépenses totales du projet. Et enfin, ce que l'on veut, c'est que les partenaires de la recherche académique représentent maximum 50% des aides sollicitées. Alors, concernant le consortium, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, on est bien sur un consortium qui, au minimum, doit comporter 2 entreprises, dont une PME ou une ETI, et un partenaire de recherche. Donc, c'est vrai que des fois, sur les appels à projets qu'on a pu avoir en région, c'était soit 2 entreprises, soit une entreprise, un laboratoire. Là, on est vraiment sur un minimum de 3 partenaires, dont 2 entreprises, un labo. Maximum 5 partenaires et le chef de file est très important, une entreprise. Là, moi j'ai eu le cas récemment d'un consortium qui nous a contactés et en fait qui était porté par un laboratoire. Donc là, ce n'est pas possible. On est vraiment sur une entreprise qui porte le projet. Donc, comme le disait Corinne, on est sur des consortiums à la fois qui peuvent être ou intra ou interrégionaux. Concernant les bénéficiaires éligibles implantés en Occitanie. Donc, nous, en Occitanie, il faut savoir qu'en fait, il y a un cahier des charges qui est quasi commun à l'ensemble des régions qui ont mis en œuvre le IDEMO. Et on avait des phases, enfin, on avait sur quelques points de la latitude pour définir nos critères. Donc, en Occitanie, sont éligibles les PME, les ETI et les grandes entreprises. Et concernant les partenaires de la recherche académique, donc c'est assez large. Donc, s'il y a des doutes, bien sûr, on peut vous répondre. Mais il y a également l'annexe 1 du régime d'aide qui définit ce que l'on entend par partenaire de recherche académique. Mais
Encore une fois, on est à votre disposition. Et dans la FAQ qui était évoquée précédemment, on apporte des précisions là-dessus. Point de vigilance. Pour si vous avez un consortium avec des partenaires d'autres territoires, il faut que ces partenaires vérifient leur éligibilité dans le cahier des charges de l'autre territoire. Donc, si vous avez un partenaire d'une autre région, il doit aller voir le cahier des charges de l'autre région pour voir les conditions d'accompagnement. Et si la dite région n'a pas défini de cahier des charges, mais le partenaire devra autofinancer sa partie du projet. Donc, voilà pour le consortium. Alors, côté modalité de l'aide, donc on est sur des projets collaboratifs, on est toujours dans le cadre du régime d'aide SA 58 995. Et donc là, vous avez les taux d'aide, attention, maximum qui seront appliqués. Parce que ces taux d'aide d'intervention, ils pourront être modulés en fonction des caractéristiques du projet, du niveau de risque, du profil de l'entreprise et aussi de l'incitativité réelle de l'aide pour la dite entreprise. Donc là, où vous voyez, les taux vont évoluer suivant la taille. Donc pour les petites, on est à 60%, 50% pour les moyennes et 40% pour les grandes entreprises et les ETI. Alors ça, on a choisi ces taux-là parce que ça aurait pu être 45, 35, 25 parce qu'on est dans le cadre d'une collaboration effective. Mais une collaboration effective au sens du régime d'aide, c'est très très précis, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les laboratoires de recherche représentent à minima 10% des dépenses du projet et qu'en plus, ils aient la possibilité de publier leurs résultats. Donc ça, ce qu'on vous conseille, c'est que dans l'accord de consortium que vous joindrez au dossier, alors attention, projet de l'accord de consortium, puisqu'au moment du dépôt, il n'a pas encore à être signé, vous spécifiez bien quelque part que les laboratoires ont toute possibilité de publier leurs résultats. Donc, comment va se présenter cette aide? Sous quelle forme? Alors, et jusqu'à concurrence de 300 000 € par partenaire, c'est important, c'est pas pour l'ensemble du projet. Donc, par partenaire, jusqu'à concurrence de 300 000 €, on sera en subvention et au-delà, on sera en avance remboursable. Petit bémol quand même à ce que je viens de vous dire, c'est que pour les ETI et les grandes entreprises, ce sera exclusivement de l'avance remboursable, sauf si dans le projet, on a des primo-innovants. D'accord? Et dans ce cas-là, on rebasculera au mix subvention et avance remboursable dont je vous ai parlé, 300K et au-delà, AR. Pour les organismes de recherche, c'est du courant, hein, c'est-à-dire 50% max des coûts complets ou 100% des coûts marginaux, et on est sous forme de subvention. Je ne reviens pas sur les dépenses éligibles. D'accord, vous les avez, elles sont spécifiées dans le cahier des charges, donc paragraphe 2 cadre de mémoire, voilà. Et je pense avoir fait le tour des points que je voulais vous dire sur cette slide. On peut passer à la suivante. Donc, comme je voulais indiquer en introduction, on est sur, on n'est pas sur un appel à projet au fil de l'eau, mais bien sur des relèves. Donc, on vous a mis là les dates, sachant qu'il pourra peut-être y avoir des modifications à 1 ou 2 jours près. Mais pour l'instant, on est bien sur ces dates de relève. Point de vigilance, les dossiers ne seront instruits par BPI que s'ils sont complets. Donc, faites bien attention à ça parce que si vous avez déposé un dossier et qu'il manque une pièce, le dossier ne sera pas pris en compte et devra attendre 6 mois. Donc, et sachant que quand vous déposez le dossier, BPI peut être amené à vous demander des pièces complémentaires qu'elle jugerait manquantes. Donc, en gros, même si souvent la tentation est vue, enfin, les plannings que vous avez, on a souvent des dépôts au 25, par exemple, là, la date, c'est le 26 octobre, souvent on peut avoir des dépôts au 25. Attention, parce que s'il manque des pièces, du coup, votre dossier ne sera instruit qu'en avril. Donc, il y a ces dates à prendre en compte, mais à bien prendre en compte cette notion de dossier complet. Donc, voilà pour le calendrier et la petite alerte. Oui, une chose également, pour l'incitativité de l'aide, ça c'est des choses dont vous êtes familier. On parle bien de dossier complet.
Et aussi, si on veut regarder l'incitativité, c'est qu'à aucun moment, vous ne devez engager quelque dépense que ce soit du projet avant le dépôt du dossier complet. C'est-à-dire que même une signature de devis, c'est pas bon. Et ça rendrait l'aide totalement inéligible. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi de vigilance sur lequel on attire votre attention. Alors, pour ce qui est de la procédure de sélection, donc normalement, la durée d'instruction devrait être sur 4 mois. On vous a dit qu'il y avait à la fois des projets donc intra- et interrégionaux. Qui dit interrégionaux, on a dans chaque région qui ont déployé, chacune des régions qui ont déployé le volet IDEMO régionalisé. Ce n'est pas le cas de toutes. Je crois qu'au total, on est 9 régions. Et ça, pareil, dans la FAQ, vous aurez la liste des régions qui ont publié leur propre AAP. Donc, vous allez avoir un copil dans chacune de ces régions-là, composé de BPI France, de l'État et de la région. Donc, bien évidemment, quand il n'y a plus des partenaires dans plusieurs régions, il va falloir interroger tous ces copils. Donc là, comment ça va se passer? C'est BPI France qui va présélectionner, donc un dossier complet, on va dire, organiser l'audition du projet en visioconférence avec, bien évidemment, le copil régional Occitanie dès lors qu'on est en intra, les copils régionaux des différentes régions impliquées dès lors qu'on est en interrégional, et va aussi donc instruire ce dossier. Chacun des copils, donc État-région, va devoir donner un avis, se prononcer sur les financements et derrière, une fois qu'on aura un peu fait le tour de tous les copils régionaux, qu'on aura validé le financement du projet, ces projets-là, que ce soit des projets donc, interrégionaux ou intrarégionaux, seront remontés par BPI France au national, à l'attention du SGPI, qui pourra exercer un droit d'opposition au financement d'un projet. Alors, que sais-je, soit parce que le projet est peut-être financé par un autre créneau, on n'a pas encore toutes les règles qui vont être appliquées, mais sachez qu'il y a quand même cette possibilité. Et une fois qu'on a passé ce cap, pas de veto, à ce moment-là, on pourra passer au conventionnement, sachant que pour IDEMO régionalisé, donc BPI France rédigera les conventions pour les crédits État, et la région qui n'a pas délégué ses crédits à BPI France s'occupera, elle, de son côté, de faire le conventionnement pour ses propres crédits. Donc ça va se faire comme ça. Donc la liste des pièces du dossier, vous les avez aussi au paragraphe 2.8 du cahier des charges. On insiste bien 2 relèves par an, donc faites attention. Et puis, pour ce qui est des critères de sélection, je vous invite aussi à regarder le paragraphe 2.7 du cahier des charges, où là également, vous avez tous les détails. Oui, alors, en complément, donc les dossiers pour les déposer, c'est sur la plateforme de BPI qui est accessible via le Hub Entreprendre. Donc, sur le Hub, vous retrouverez pour les 2 appels à projets sur l'accès au cahier des charges, aux besoins et les grandes lignes des appels à projets. Bien évidemment, on vous incite et on vous encourage à vous faire accompagner soit par le pôle, soit par ADOC, mais pour le montage de dossier, régulièrement quand même, ça fait la différence. Un point sur lequel Laurent va revenir, donc je ne vais pas trop insister, mais c'est que là, en Occitanie, on a fait le choix de ne pas bonifier la labellisation du pôle, mais cette labellisation sera quand même prise en compte. Nous, ça va nous servir, entre guillemets, de caution technique. Donc, la labellisation du pôle va vraiment être un plus dans le dossier. Et comme Corinne vous disait, on va moduler les taux. Dans cette modulation du taux, et bien évidemment, la labellisation interviendra. Donc, ce n'est pas un chiffre affiché en tant que tel, mais dans le calcul du taux d'aide, bien sûr que ça interviendra, et ça interviendra aussi dans l'instruction et l'avis technique sur le projet. Oui.
Un point qu'on n'a pas précisé encore, juste pour les projets interrégionaux, parce qu'intra c'est facile, vous déposez sur le hub entreprendre. Pour un projet interrégional, imaginons le chef de file est en Occitanie, le projet sera déposé sur le hub entreprendre de la région Occitanie. Le chef de file est à Paris, eh bien, ce sera déposé, le projet il sera déposé au niveau de la plateforme déployée en région Île-de-France. D'accord? C'est comme ça que ça va être géré, sachant que c'est pas parce qu'il est déposé ailleurs que nous n'en aurons pas la visibilité. Bien évidemment, nous le verrons et on aura aussi pour nos partenaires ainsi que pour le projet dans sa globalité, un avis à donner, ne serait-ce que parce qu'on va le confidencer. Et donc tout ça, ce sera organisé comme on vous l'a décrit tout à l'heure. Voilà. Super, donc, merci beaucoup à vous trois pour cette présentation très claire, bien détaillée. Juste pour préciser, du coup, tout a été dit. Concernant l'accompagnement du pôle, on a, vous le savez, une équipe qui est dédiée au montage de projets, donc n'hésitez pas à nous solliciter le plus tôt possible sur la partie montage. L'aboutissement de cet accompagnement, c'est bien évidemment, et comme ça a été dit tout à l'heure, la partie labellisation. On a planifié un comité de labellisation le 19, le 19 octobre. Pour ce comité de labellisation, nous avons besoin d'un draft de la proposition que nous regarderons ensemble et sur lequel nous pourrons faire des recommandations. Et la labellisation consiste à passer devant un collège d'experts qui est composé des membres du conseil d'administration du pôle, les grands groupes, des PME et des laboratoires publics de recherche qui vont évaluer selon des critères proches du critère du cahier des charges votre proposition. Et donc, vous ferez une présentation de 10 minutes qui sera suivie de 10 minutes de questions auprès de ce collège spécifique, qui permet un petit peu de qualifier et de aussi donner une envergure différente à votre projet, notamment en fonction des partenaires potentiels qu'il peut y avoir autour de la table au moment de la labellisation. Pour ne pas prendre plus de temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions, je vous rappelle juste que vous avez, vous l'avez a priori tous à peu près trouvé le petit point d'interrogation dans votre interface du GoToWebinar qui vous permet justement de relayer des questions. Donc, je vais essayer de les regrouper parce qu'il y a deux dispositifs et certaines sont plus ou moins rattachées à un dispositif en particulier. J'ai rouvert la présentation, donc Delphine, Corinne ou Audrey, si jamais vous voulez que je vous passe sur une slide en particulier au moment des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y avait, par rapport au début de votre présentation, vous aviez dit qu'il y avait des précisions dans la fac, mais juste peut-être pour rentrer dans la question en elle-même, sur le statut des laboratoires publics de recherche. Est-ce que les EPIC sont des établissements publics de recherche tels que l'ONERA, le CNES, le CSTB, le CEA, ou encore est-ce que l'IRT est appréhendé comme un établissement public de recherche? L'IRT est éligible, c'est écrit dans le cahier des charges pour IDEMO. Et pour ce qui est des EPIC, ils sont éligibles uniquement, enfin, organismes publics de recherche à caractère scientifique, technique et industriel. Donc, par exemple, le CEA. Mais l'IRT est éligible. Ok, c'est très clair. De manière générique, je pense pour les deux dispositifs, est-ce qu'il y a un niveau de TRL attendu et est-ce que les projets avec une TRL un peu bas sont éligibles ou il faut être très proche marché et arriver à la fin du projet à un TRL 7? Quelqu'un? Alors, oui, non, pardon, ça. L'idée, c'est quand même qu'on arrive après à la fin des projets sur des produits qui soient quand même proches du marché. Donc après, on n'a pas fixé enfin je laisserai compléter Corinne ou Delphine, hein. On n'a pas fixé volontairement de TRL dans le cahier des charges parce que selon aussi les filières, ça peut être différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même qu'à la fin du projet, on arrive sur un produit qui soit proche du marché. Tout à fait. Merci.
Donc niveau TRL, je pense que c'est à peu près clair. C'est vrai qu'on le voit de moins en moins apparaître tel quel dans les appels à projets parce que c'est une Et indication. puis on va prendre la globalité aussi, enfin, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On va regarder également l'impact emploi, les retombées pour le territoire, les retombées pour l'entreprise, ce que ça va amener comme nouvelles compétences. Donc le TRL, c'est un point, mais c'est pas ce qui va faire tout le projet. Donc c'est vrai qu'on regarde quand même le projet dans sa globalité et on regarde l'impact sur l'entreprise et sur le territoire. Oui, effectivement, et en plus de ça, comme il y aura aussi des laboratoires de recherche dans le projet, il va y avoir différents niveaux de maturité de différentes solutions déployées dans le projet. Exactement. C'est l'ensemble qui sera regardé. Ça me semble clair, n'hésitez pas à continuer à reposer une question derrière si vous aviez besoin de précision. On a vu apparaître la notion de primo-innovant ou d'acteur émergent. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette priorité, ce qu'elle propose? Ben, pour nous, un primo-innovant, c'est quelqu'un qui n'a jamais bénéficié d'aide publique à l'innovation. Donc, c'est vrai qu'on essaie enfin, un des objectifs de la région, ça va être d'essayer d'amener de nouvelles entreprises à innover. Donc, on a un paysage qui est connu, mais l'idée, c'est d'essayer d'irriguer sur l'ensemble des territoires et que des entreprises qui se disent, ah ben non, mais l'innovation, c'est pas pour moi, ben que finalement, elles se lancent. Donc, on ne sera pas forcément sur des projets aussi ambitieux que ceux qui vont être menés par des structures un peu plus familières ou un peu plus structurées et qui sont souvent sur les métropoles. Enfin, ça fait un peu caricature, mais malheureusement, c'est quand même la réalité du terrain. Donc, c'est vrai que sur des entreprises qui n'ont jamais bénéficié d'aide publique et qui se lancent, entre guillemets, on sera peut-être un peu plus souple dans l'instruction que sur des entreprises qui ont l'habitude de mener des projets innovants, qui ont déjà été aidées plusieurs fois, concrètement. Il s'agit d'une Et priorité. après, pour les... Ok. Pardon, Corinne? Pardon. Par contre, pour les acteurs émergents, c'est vraiment un point qui est recherché au niveau de France 2030. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui ont un projet profondément innovant, que ce soit usage, technologie ou procédé, avec un niveau de risque important, avec des facteurs différenciants marqués par rapport à l'offre existante, sur des marchés d'avenir en forte croissance et aussi dès lors qu'ils sont en capacité d'acquérir une position significative sur ce marché. Et puis aussi, ce qu'on recherche, c'est les acteurs. Ça peut être aussi des acteurs qui sont récemment positionnés sur le secteur concerné. Autrement dit, quelqu'un qui changerait complètement, enfin qui ferait un virage techno ou un virage marché, et dès lors qu'il répond aux critères qu'on a dit avant, c'est-à-dire innovant, facteur différenciant, marché d'avenir, position, risque important, etc., est également un acteur émergent. C'est pas forcément une jeune entreprise innovante. Ça peut être une entreprise qui existe depuis longtemps, mais qui va se positionner sur un nouveau secteur et présenter tous les critères innovation, risque que j'ai cités. Voilà. C'est très clair. Peut-être toujours dans la partie générique sur deux dispositifs, est-ce que ces aides, je pense avoir la réponse, mais je préfère vous la poser directement, est-ce que ces fonds sont-ils dans l'assiette des minimis? Ça appuie sur le régime d'aide d'État de la RDI. Le régime RDI, le régime européen RDI, dont je vous ai donné le numéro tout à l'heure. Alors attendez, je le recherche parce que c'est le SA 58 995. Ok, c'est précis. Alors, j'ai une question, je pense que ça porte plus sur l'appel à projet innovation que l'appel à projet IDEMO, mais effectivement, lorsqu'on a des partenariats qui sont en cours de structuration, mais que c'est des partenariats au niveau européen, est-ce que pour le financement du partenaire français, on peut s'appuyer sur un dispositif type France 2030 régionalisé? Par exemple, s'il y a un partenaire en Occitanie, est-ce qu'il peut aller sur un appel à projet innovation pour sa partie? Et inversement, s'il y a les trois partenaires sur les plusieurs régions et que ça rentre bien dans le cahier des charges de l'IDEMO régionalisé, est-ce que pour la partie française, on peut activer le France 2030 régionalisé?
Je pense pas. Pour moi, France 2030 régionalisée, on est sur des partenaires. L'intégralité des partenaires doivent être en France. Pour ajouter un élément à cette question, faire des mix comme ça, c'est pas la même chose que pour l'AAP IDEMO nationale. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit au-delà des 4 millions, vous pouvez aller sur cet appel-là, où vous avez cette notion de AAP IDEMO national numéro 2 et l'AAP IDEMO Europe, qui répond un peu à ce que vous dites là. On n'a pas du tout cette même répartition. Et peut-être pour ajouter un élément sur des projets qui seraient comme ça trans-européens, on a un dispositif qui s'appelle l'Eurostars de Eureka. Et pour les partenaires français, c'est un financement BPI aussi. Parce que le IDEMO Europe est aussi très particulier. Donc c'est spécifique. Mais je vous propose de revenir vers nous sur ce sujet-là parce qu'on peut justement vous aider sur la synergie des fonds, notamment au niveau européen. Alors, il y a encore beaucoup de questions. J'ai essayé d'en regrouper quelques-unes. Juste sur le partenariat recherche académique, partenaire privé, il y a quelques questions, notamment sur la confidentialité des résultats, les droits à la publication, etc. Pour avoir travaillé un petit peu dans la notion de partenariat académique public, en général, on trouve toujours des solutions et il y a toujours des choses qui sont publiables sans forcément venir nuire à la partie confidentielle et stratégie industrielle derrière. Donc ça, c'est du cas par cas et c'est à voir dans un accord de consortium qui doit être signé avant le démarrage du projet. Oui, Audrey, tu voulais rajouter? Non, mais juste en complément sur l'accord de consortium, nous, on n'a pas notre mot à dire. Nous, on veut juste vérifier qu'il y a bien l'accord de consortium et que vous vous êtes mis d'accord et que c'est signé, que c'est acté et qu'après, il n'y aura pas de blocage au moment du paiement. Et voilà, parce que si l'accord de consortium n'est pas signé, nous, derrière, sur les demandes de paiement, on ne paiera pas. Donc, mais après, sur le contenu de l'accord de consortium, nous, on n'a pas à intervenir. C'est entre les partenaires. Voilà. Le seul bémol que je disais, c'était qu'il prévoit bien que les laboratoires peuvent publier et dans les modalités que vous avez précisées, Laurent, hein, donc, avec les habitudes que vous avez habituellement, quoi. Parfait. Sur le IDEMO, régionalisé, le consortium intègre une ETI et une PME innovante. C'est la question sur le financement de l'ETI. Est-ce qu'elle peut être financée sous forme de subvention? Et peut-être pour élargir la question, côté contrat innovation, est-ce qu'on a justement cette règle entre la différenciation sur la subvention pour les PME et les ETI grands groupes? Parce que je ne l'ai pas forcément vu apparaître. Alors, sur l'appel à projet innovation, pas le contrat innovation. Alors, sur le IDEMO, est-ce qu'une ETI peut être financée en subvention et sur le innovation également? Alors, sur IDEMO, l'ETI peut être subventionné avec un mix subvention-avance remboursable, à la condition que dans le consortium, il y ait une entreprise primo-innovante, telle qu'on le disait tout à l'heure. Voilà. Sur l'appel à projet innovation, j'ai un trou. Je ne sais pas si Delphine peut venir à mon secours. J'avoue, j'ai un moment, il faut que je vérifie. J'ai une très mauvaise connexion. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Sinon, j'ai le cahier des charges. Je vérifie juste, j'ai un doute. Alors, plutôt que de dire une bêtise. Par exemple, sur l'appel à projet innovation, sur l'ETI, c'est au même titre que les autres. On est sur un mix subvention, avance remboursable. Jusqu'à 200 000 € en fait. Pardon? C'est jusqu'à 200 000 € en subvention et au-delà, si l'aide demandée est par exemple 300 et de 300, les 100 € supplémentaires seront en avance remboursable. Qu'on soit PE, petite entreprise, moyenne ou ETI. D'accord, c'est-à-dire que même un grand groupe pourrait recevoir une subvention plafonnée à 200 000 €. Non, les grandes entreprises ne sont pas éligibles à la API Innovation. Okay, ça s'arrête aux ETI.
Ça s'arrête alors qu'elles sont éligibles à IDEMO et avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Merci pour ces C'est-à-dire, précisions. ouais. Pour une start-up, est-ce que une start-up peut se lancer? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre bien la totalité de la question, mais comment ça se passe pour des projets collaboratifs avec des partenaires qui travailleraient avec un léger décalage? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un partenaire qui peut commencer à déposer son projet de son côté et le reste du consortium dans un second temps? Non. Non, on est sur des dossiers, c'est le projet dans sa globalité. Après, dans le projet, il peut y avoir un calendrier différent et il y a un partenaire qui commence à travailler plus tard et en expliquant le pourquoi du comment de ce calendrier dans le projet. Par contre, c'est un projet complet qui doit être déposé. Enfin, c'est un dossier qui présente l'intégralité du projet. Très clair. Et du coup, toujours sur la partie dossier, est-ce que on a un dossier qui est complexe ou lourd à monter? Je pense qu'on parle principalement du IDEMO régionalisé ici par rapport à la date limite de fin octobre. Est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de pages, par exemple, et d'éléments annexes à fournir? Vous avez l'intégralité des pièces à fournir en annexe du cahier des charges. Après, sur la partie technique, on est sur 20 pages maximum. Après, j'ai envie de dire, plus votre projet il est mature et clair dans votre tête, et si vous vous faites accompagner, ça sera facile de le présenter. Si vous êtes encore en cours de réflexion, c'est un peu plus tendu. Mais la seule difficulté qu'il peut y avoir, entre guillemets, c'est qu'on est sur des formats de documents de BPI qui sont en Excel, donc des fois qui peuvent un peu déstabiliser, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que l'Excel n'est pas forcément le format idéal pour présenter un projet. Nous, on a eu la question de partenaires. Et moi, ce que j'avais tendance à dire, c'est que sur l'Excel, vous donnez les grandes lignes. Et si vous avez un document, alors à condition que le document ne fasse pas 150 pages, mais si vous avez un document à côté qui présente clairement le projet, vous pouvez annexer ce document. Le but, c'est d'essayer de vous simplifier, mais en essayant de répondre quand même à la commande. C'est un peu la réponse de Gascon, mais voilà. On essaie d'être un peu souple. On sait que c'est pas évident de déposer des dossiers. Après, nous, côté État-région, là, ben, voilà, on n'a pas la main sur le formalisme des dossiers, mais j'ai tendance à dire que si c'est clair dans votre tête, ça sera facile à retranscrire. Après, on est sur des pièces classiques. Vous avez, je pense que quel que soit le guichet, vous avez toujours plus ou moins les mêmes pièces à fournir. Pour elles sont en annexe 3. Les pièces sont en annexe 3, mais moi, ce que je vous invite aussi quand même à regarder, c'est les critères de sélection. C'est-à-dire que la meilleure façon d'y arriver, d'être tenu, c'est de répondre à tous ces critères. Donc, il faut faire attention de ne pas aller que sur le côté technique. Et c'est un écueil qu'on rencontre souvent. Et on comprend parce que vous êtes dans le projet et que ça vous tient à cœur et que, voilà, le côté technique, c'est un des critères, mais ce n'est pas le seul. Donc, il ne faut pas négliger à côté tout ce qui va être le modèle économique, les retombées en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires. Parce que si vous avez une super techno, mais alors je caricature, mais pour l'avoir vécu, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Vous avez une super techno, mais derrière, vous ne savez pas comment vous allez commercialiser, vous ne savez pas ce que vous allez en faire, mais vous voulez développer votre techno. Nous, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Il faut bien, comme disait Corinne, regarder les critères de sélection. C'est ce qui nous importe aussi. Ouais. Et juste peut-être pour préciser, nous, on a l'habitude de faire du montage de projet. On est très loin de la complexité de ce qui peut être demandé dans un projet européen, mais il faut se prévoir pour bien préciser et bien expliciter les différents éléments et les différents enjeux de votre projet. Ça reste réalisable dans le temps qui reste. Donc, effectivement, il faut déjà avoir une idée de son consortium et du projet que vous avez en tête. Et ça me permet aussi de réinsister sur le fait que les équipes du pôle, autant sur la partie technique que sur la partie ingénierie de projet, on est à votre disposition pour vous accompagner justement sur la consolidation de votre projet, le retour critique, la labellisation et l'ensemble des
l'ensemble des éléments qui supposent d'être faits d'ici à la date limite de dépôt. Après, il y avait… Non, J'avais un petit complément. J'avais un petit complément aussi, si on m'entend bien. Sur la partie financière, elle est bien regardée, hein, comme disait Audrey. À titre d'exemple, on a une start-up qui a déposé récemment sur la API Innovation, qui était sur le point de faire une levée de fonds. Et on lui a demandé d'attendre le résultat de la levée de fonds avant d'aller plus loin. Donc, on ne passera pas son dossier au prochain comité, hein. Mais on attend d'abord la levée de fonds pour être sûr qu'elle est quand même solide financièrement. Donc, si vous avez une levée de fonds qui est prévue, peut-être attendez de l'avoir passée. Si vous êtes juste en fonds propres par rapport au dossier. Oui, ça embraye Voilà. parfaitement sur la question qui était en attente, c'est par rapport à la limitation de fonds propres, que ce soit sur contrat innovation ou démo régionalisé, comment ça fonctionne. Donc j'entends que vous avez répondu très clairement sur la partie innovation pour un projet collaboratif où il y a plusieurs partenaires justement. Comment ça se passe pour une des entreprises qui serait en cours de consolidation des fonds? En fait, la règle pour chaque dossier, elle est simple, entre guillemets. C'est pour 1 euro de subvention qui est demandé, il faut 1 euro de fonds propres en France. Ouais. Donc, c'est tout simplement la réglementation, hein. C'est pas une règle qu'on s'est écrite comme ça sur un coin de bureau, c'est la réglementation pure et dure. Oui, du coup, ce que je comprends, c'est que pour un projet en consortium, il faut que l'ensemble des entreprises privées, partenaire par partenaire, aient les fonds propres suffisants par rapport à la subvention qu'elles demandent. Oui. En fait, on va regarder pour chaque partenaire qu'il ait la capacité humaine, financière et technique de mener le projet. Et juste en complément par rapport à ce que vous disiez, Laurent, pour appuyer, vraiment, nous, on voit la différence sur les projets qui ont été accompagnés, alors que ce soit par Paul ou ad hoc. On voit vraiment la différence et on sait que des fois, certaines entreprises peuvent se dire, ah, mais ça va me faire perdre du temps, ah, j'ai pas le temps. Mais souvent, les projets qui n'ont pas été accompagnés, derrière, on est amené à les faire retravailler. Et au final, on perd du temps. Alors que, franchement, quand un projet arrive, alors même si là, il y a BPI qui fait une première partie d'instruction, quand on a un projet qui arrive, qui a été bien travaillé, bien préparé, et où ça coule, c'est appréciable. Enfin, tant pour vous, parce que du coup, l'instruction va vite, et pour nous aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas négliger ce temps de préparation qui, au final, je trouve, va se retrouver. Et voilà, quand on a un dossier qui est bien monté, c'est facile de l'instruire, voilà, ça aide. C'est peut-être encore plus critique sur le dispositif IDEMO régionalisé parce qu'on est dans un cadre beaucoup plus formalisé que ce qui avait pu être le cas sur le Redinov avant en région qui permettait de faire du projet collaboratif. Il pouvait y avoir des allers-retours avec les services de la région. Aujourd'hui, il faut quand même soumettre peut-être un dossier plus mature dès le départ, des allers-retours plus laborieux. Je dirais que IDEMO régionalisé, c'est un peu le successeur du PSPC région ou du FUI avant, hein, si on remonte loin dans le temps. Avec la différence, c'est que par rapport au FUI, c'est que là, les fonds sont à la main au niveau régional, quoi. Très bien. On a fait à peu près le tour de toutes les questions. Il y a des questions sur les autres dispositifs, notamment le Eurostar. Je vous invite à vous rapprocher de nous parce que ce n'est pas forcément le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Mais de manière générale, au pôle, on peut vous aiguiller sur les différents dispositifs de financement au-delà des dispositifs régionaux et nationaux, notamment européens. Une précision que je n'avais pas donnée au départ, je suis désolé, mais oui, effectivement, on vous renverra les présentations à partir du moment où vous êtes inscrit. Vous recevrez les présentations qui ont été faites aujourd'hui, ainsi que le lien vers le replay du webinaire. On arrive à la fin de la présentation, ce qui me permet de vous remercier tous de votre participation, principalement aussi pour nos intervenantes. Vous aurez nos coordonnées, l'ensemble de nos coordonnées au niveau à nous quatre dans les éléments qu'on va vous renvoyer en suivant. Donc n'hésitez pas à nous contacter dès que vous en avez besoin pour qu'on discute de votre projet.
notamment sur la partie montage et labellisation. Les premières étapes, je suis à votre entière disposition là-dessus. Et sinon, si vous aviez des éléments à rajouter, Delphine, Corinne, Audrey, encore merci. N'hésitez pas. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Si on a répondu à toutes les questions, tant mieux. Nous, ces questions alimenteront la FAQ qu'on espère mettre en ligne très prochainement. Je tiens à votre disposition. Voilà. Même chose de notre côté. On attend vos projets. Hein. On a la chance d'avoir quand même une belle enveloppe au niveau régional. Hein. On a quand même 70 millions, 40 millions sur l'AP Innovation, 30 millions sur IDEMO. On attend vraiment vos projets. Voilà, donc bonne chance à tous. Merci à tous. Il va être temps de clôturer ce webinaire. À très bientôt pour soit pour le montage d'un beau projet qui sera important pour l'ensemble de l'écosystème, soit pour un nouveau webinaire. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.